On a des organismes qui travaillent, je crois foncièrement qu'il y a une volonté que le marché de l'art dans les antiquités n'existe plus. Que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'ICOM, pardon. Il y a cette volonté qui est assez forte, me semble-t-il. Chaque objet d'art a une histoire à raconter, une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue dans Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Ici, vous entendrez les voix de celles et ceux qui le font vivre. Galeries, experts, collectionneurs, maisons de vente. Partez pour un voyage unique, où la tradition et le savoir-faire riment aujourd'hui avec l'innovation digitale et technologique. De nouveaux enjeux rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Venez avec moi, je suis Borna Scognamiglio et ça, c'est Rosso Antico. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rosso Antico. Avant de présenter notre invité du jour, je vous encourage à vous abonner et à noter le podcast en laissant un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou YouTube. Car vous imaginez bien, c'est le moyen le plus puissant pour nous aider à donner de la visibilité à Rosso Antico. Voilà, voilà. Et maintenant, je suis très heureux d'accueillir notre nouvel invité, Yves Bernard Deby. Bonjour, Bonjour monsieur. comment allez-vous? Écoutez, très bien, et vous? Écoutez, je vais très bien et je suis vraiment content de vous avoir sur notre podcast car nous allons pouvoir discuter de sujets qui sont très d'actualité et je dirais sensibles pour le marché de l'art euh, aujourd'hui. Et je pense que vous pourrez nous aider à démêler le vrai du faux, à donner aussi votre point de vue sur la situation, donc notamment pour les antiquités et d'un point de vue, juridique, et au-delà. Mais la première question pour vous, Yves Bernard, c'est, pouvez-vous vous présenter? Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce podcast. Je vous suis, j'aime énormément ce que vous faites. Tout d'abord, je crois que c'est quelque chose de très important. C'était un manque et vous comblez ce manque. Donc, mon nom est Yves Bernard Deby, je suis avocat. J'exerce particulièrement sur la question du droit du marché de l'art et des biens culturels, parce que c'est un peu plus large simplement que l'art. J'exerce à Bruxelles, et j'ai un cabinet secondaire à Paris, et de manière générale, dans ces questions étant largement européennes, mais également une partie en Suisse, dans toute cette région-là. Super et pour démarrer, Yves Bernard, est-ce que vous pourriez un peu nous dire, justement, comment vous avez atterri, dans ce domaine? Bien sûr dans la partie juridique, mais pourquoi vous spécialisez, aussi sur le marché de l'art? Et donc, je sais que vous avez plusieurs casquettes aussi de collectionneur, de grands passionnés aussi, d'art. Donc, comment vous pouvez un peu réunir, tout ça et d'où ça vient surtout? C'est, par passion de manière générale. Mon grand-père était artiste peintre, mon père était directeur d'académie des beaux-arts. Je suis le seul qui ait trahi en faisant droit. Mais je me suis rattrapé ensuite, en ajoutant cette passion du droit qui est très forte chez moi, à l'autre passion qui est l'art, évidemment. Donc, j'ai une formation, dans le droit des affaires, et c'est le droit des affaires qui a été appliqué à la question du marché de l'art. Donc, c'est comme ça que j'y suis venu, et ça permet en effet de concilier ce métier d'avocat, mais aussi cette passion pour l'art, cette qualité aussi, ou ce défaut, je ne sais pas, de collectionneur. Donc tout ça est lié. Alors vous disiez que j'ai d'autres casquettes, et je dirige une foire d'art, consacrée aux arts premiers, qui s'appelle le Parcours des mondes. Chaque année, deuxième semaine, on s'y était rencontrés. Deuxième semaine de septembre, chaque année à Paris, dans Saint-Germain-des-Prés. Et puis je dirige également un magazine aussi dédié aux arts premiers, qui s'appelle Tribal Art, voilà. Très bien et en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais quel est votre quotidien aujourd'hui dans la mesure où comment vous réussissez à gérer, ces 3 aspects? Les journées, font 48 heures, n'est-ce pas? Et donc il faut savoir gérer tout ça, mais Écoutez, je porte depuis peu des lunettes qui cachent les poches sous les yeux. En fait, je dors peu ou pas, mais le petit avantage néanmoins, c'est que ces choses sont assez liées. Donc je suis le
conseil de marchand d'art, je suis le conseil de maison de vente. Ça me permet de faire mon métier, mais également d'y trouver des œuvres que je collectionne. Donc, ça me permet de gagner du temps, si vous voulez. Chaque réunion, faite avec l'avocat, souvent le collectionneur achète finalement un objet également, donc ça permet de prendre, de gagner du temps, si vous voulez. Pour ce qui est de la foire du Parcours des Mondes, bah, j'ai une équipe. Pour ce qui est du magazine, il y a une équipe en place, donc ce n'est pas moi la cheville ouvrière, évidemment. Absolument, non, mais tout à fait. Et si on parle du, Yves Bernard, collectionneur, justement, quel est votre, courant artistique, domaine artistique, préféré? Et est-ce que vous en avez, un qui vous est vraiment très cher, qui est dans votre collection et qui a une histoire, cachée derrière, intéressante pour nos auditeurs? En fait, j'ai hérité cette passion de mon père et de mon grand-père, donc j'ai grandi dans un atelier et réellement, donc j'ai un goût pour la peinture, des classiques, à l'art moderne, un petit peu de contemporain aussi parce que je collectionne également des artistes contemporains, africains. J'ai une collection d'art premier, majoritairement d'Océanie, mais j'ai aussi de l'Afrique. J'ai une collection d'antiques, en partie héritée de mon père, mais que j'ai essayé de faire grandir. J'ai un peu d'archéologie aussi. J'ai une tête de tricératops, on sort encore d'autres choses. J'ai une collection de livres également, donc non, je c'est la collection est une maladie et puis l'art est un sujet qui est inépuisable. En fait, très récemment, j'ai commencé à découvrir des céramiques, japonaises, contemporaines et ça me passionne tout à fait. On est très loin de ce que j'avais, jusque-là collectionné, mais c'est vraiment très, très large et si nous parlons du domaine des antiques, peut-être plutôt l'Égypte encore que, j'ai une vraie passion pour, cette région des Pouilles, vous savez, qui avait ces civilisations doniennes, avant que les Grecs traversent et s'imposent et ça rejoint aussi d'autres passions chez moi. C'est j'ai beaucoup écrit sur la période, coloniale, décoloniale, la vision qu'on peut en avoir d'un point de vue, droit et morale, si vous voulez. Comment est-ce qu'on concilie la morale et le droit, la morale de l'époque, la morale d'aujourd'hui, le droit de l'époque, le droit d'aujourd'hui? Et en fait, ces rencontres de civilisations, c'est ce qui me passionne le plus. Et donc vous avez cette civilisation donienne qui existe. Vous voyez, vous qui êtes archéologue, vous voyez très bien à quoi ressemblent ces poteries géométriques très intelligentes dans la forme et puis il rencontre le monde grec et d'un seul coup, il y a plus que des cratères, grecs, si vous voulez, qui existent dans cette partie-là, que seuls les spécialistes comme nous peuvent reconnaître tant ils sont grecs. Alors ils ne sont pas attiques, mais ils sont grecs, ils sont plus, comment dirais-je? Moins précis peut-être, plus provincial, mais voilà le genre de choses qui peuvent, tout à fait me passionner, D'accord. Alors vous savez que moi j'ai fait mes études, une partie de mes études dans les Pouilles, à Lecce et là c'était, vraiment la compétition entre, l'art, des Dauni et des Messapi. Oui, oui, je vois bien. Super et Yves Bernard, vous avez utilisé, un mot qui m'a fait un peu, tilter, dans ma tête, c'est la maladie du collectionneur. Justement, est-ce qu'on en est comment on peut diagnostiquer, la pathologie du collectionneur aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut dire, pour vous, collectionner de l'art? Alors sur la pathologie, moi j'ai un souvenir très précis. Je revenais d'une foire il y a presque 20 ans et je suis dans un train et il y a personne à côté de moi et un peu plus loin, il y a un monsieur qui est là et il me regarde avec insistance. Bon, ben, alors je regarde, il me regarde, je le regarde. Bon, c'est un peu gênant comme situation. Au bout d'un moment, je dis: «Tiens, qu'est-ce qu'il veut?» Et il se lève, il s'assied à côté de moi et il me dit: «Vous étiez à la foire?» Je dis: «Oui». Il me dit: «Oh, qu'est-ce que vous avez né?» Et là, il prend son téléphone et il me montre ce qu'il a vu, ce qu'il et il me donne. Je pense que les gens normaux vous montrent des photos de leurs enfants et les collectionneurs, des objets qu'ils collectionnent, qu'ils aimeraient collectionner, ils vous demandent votre avis. Voilà comment est-ce qu'on peut diagnostiquer la pathologie du collectionneur. Ça marche. Ouais, c'est une très bonne, image, effectivement, qui passe, très, très bien. Bon, bah, super et alors, Yves Bernard, bien sûr, nous vous avons, invité, sur, ce podcast pour discuter, de la partie, entre guillemets, «la plus importante» de votre, personne, qui est donc la partie, d'avocat.
hem, spécialisé, dans le droit du marché de l'art. Pourquoi? Parce que, on a, dans notre podcast beaucoup d'invités qui sont donc des galéristes, notamment donc, archéologiques, d'art, d'antiquité et le sujet, des provenances, vous vous en doutez, tous les sujets de réglementation et de l'avenir en fait de ce secteur, ben, sont toujours, là, en fait, sont toujours traités, avec grande compétence et grande passion, par ces, professionnels. Mais, je me suis dit que, avec vous, aujourd'hui, on aurait pu faire, vraiment un tour, général de la question avec, donc, l'œil, de l'expert et l'expertise que vous incarnez pour aider notre public et aussi les professionnels eux-mêmes à chercher un peu à détriquer cette situation, le contexte dans lequel nous vivons. Donc la question que j'ai pour vous, c'est aujourd'hui, quel temps vivons-nous, pour, l'archéologie? C'était un temps un peu difficile, il faut pas se mentir. Vous avez des attaques, qui sont récurrentes sur le marché de l'art des antiquités. Un peu, à l'instar de ce qui s'est passé, depuis plus de 20 ans sur, l'art précolombien, vous avez eu des attaques constantes. C'est-à-dire que et ces attaques se font à plusieurs niveaux. Vous avez, et on je suppose qu'on me posera des questions précises, mais vous avez ce que j'appellerais un ensemble de fake news qui sont reprises ad nauseam par tous les médias et les plus sérieux du monde. Donc on va vous affirmer comme ça en permanence que, je ne sais pas moi, le la question du marché de l'art, occulte, le trafic des antiquités, c'est le troisième en importance après la drogue, après les armes. C'est une fake news totale, ça a été démontré X fois, c'est une une information qui avait été mise sur le site d'Interpol, mais pas exactement comme ça. Ce que disait Interpol, c'est que c'était devenu que le trafic, d'antiquités était devenu aussi lucratif que le marché de l'art que le trafic, pardon, de la drogue, et des armes, ce qui était tout à fait faux. Ça n'est pas resté longtemps puisque là, une question leur a été posée en ligne sur leur site et je peux vous fournir les documents que vous pourrez mettre pour vos auditeurs et donc Interpol l'a retiré. Mais du moment où la fake news était passée, c'est le troisième en importance. Vous avez les plus grands médias qui le font. Moi, je me suis retrouvé dans des émissions de débat, par exemple, à la télévision, où le journaliste, sans que je puisse le contredire parce qu'on n'a pas le temps, vous dit: «Mais vous savez très bien maître que c'est le troisième en importance» et tout le monde, c'est totalement faux. Donc vous avez ce genre de fake news qui existe d'un côté. Vous avez des réglementations de l'autre qui sont prises, mais souvent en réaction à ces fake news. Vous avez des organismes et pardon de le dire, comme l'UNESCO qui travaillent en permanence, comment dirais-je? Si je vous dis à la ruine du marché de l'art, peut-être que je suis un peu dur, mais en tout cas, de facto, c'est vers ça qu'ils vont parce qu'ils propagent les mêmes fake news. Moi, j'avais été très, très marqué, vous savez que j'ai j'ai beaucoup écrit sur la convention UNESCO, de 1970, qui est une bonne convention qui était utile. L'idée, c'est d'éviter le trafic de biens culturels. Il fallait que cette convention existe. Mais c'est une convention qui a ses comment dirais-je? A son domaine d'application. Il suffit de prendre l'article premier. Ce sont les biens culturels, tous les biens culturels, mais pour qu'ils soient protégés, ils doivent être enregistrés dans le pays d'origine. Ça s'oublie très souvent. C'était aussi enfin, une manière de fake news aussi, c'est de dire l'inverse. Mais donc, ne sont pro si vous voulez, tous les Léonard de Vinci ne sont pas protégés, seulement ceux qui sont classés. Donc, est-il permis de vendre ou d'exporter un Léonard de Vinci? Oui, sauf s'il est classé. C'est ça la règle. Et ce qui fonctionne avec Léonard de Vinci fonctionne avec des timbres. Je donne souvent l'exemple du timbre. Les timbres, c'est catégorie 7, je crois, sont protégés au terme de la convention UNESCO, mais vous pouvez bien sûr mettre des timbres sur des lettres tant que vous voulez, sans exporter de manière illégale. Mais pour qu'il soit protégé, il doit être classé dans le pays. Bon, ce sont des règles comme ça. Et en 2020, on fêtait les 50 ans de la convention UNESCO et l'UNESCO va demander une campagne publicitaire et cette campagne publicitaire s'appelle le vrai prix de l'art. Quel est le vrai prix de l'art? Et pareil, je peux j'ai écrit un article sur ça, je peux vous pourrez le mettre en ligne si vous voulez. Et en fait,
Vous avez plusieurs exemples qui sont donnés, qui sont autant de fake news. C'est-à-dire qu'on vous donne, un objet africain, par exemple, un objet précolombien, un objet, d'art antique, et on vous dit chaque fois: «Cet objet», donc la photo de cet objet-là, a été volée à tel endroit, elle est passée, si on prend l'exemple par exemple du précolombien, pris, pillé au Mexique, est passé par la cordillère des Andes, est arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, des marchands l'ont maquillé pour que ça vienne en Europe. C'est passé dans une vente publique. On vous raconte toute l'histoire et quand vous lisez ça, que ce soit pour le préco, que pour l'antique, pour l'art africain, vous vous dites: «Bon Dieu, ces objets ont été volés, c'est affreux, regardez l'histoire, comme tout ça a l'air sérieux». Et en fait, quand on regarde, toutes les images étaient des images qui venaient d'œuvres qui étaient au Met de New York. Et donc, donc le Met a assez justement, râlé, disons. La Sinoa que je représente a porté plainte. On a fait et donc qu'a fait l'UNESCO? Elle a remplacé les images par d'autres images en gardant les mêmes histoires. Donc cette fois-ci, c'était une une autre œuvre qui elle aussi était passée par la cordillère des Andes, s'il fallait donner cet exemple-là. Et donc l'histoire était tout aussi fausse et quand on les a interrogés encore un peu plus, ils nous ont dit: «Oui, mais c'est pour expliquer». Oui, mais soit cet objet est volé et l'histoire est vraie, soit c'est un faux en écriture, en quelque sorte, à tout le moins intellectuel. Donc on a des organismes qui travaillent, je crois foncièrement qu'il y a une volonté que le marché de l'art dans les antiquités n'existe plus et que ce soit, oh je le pense, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'ICOM, pardon, il y a cette volonté qui est assez forte, me semble-t-il, que je dis ne plaît jamais, mais dans les faits, je le vois. Et puis vous avez une réglementation qui est, issue de ces réflexions et qui est de plus en plus dure, évidemment. La question des provenances est de plus en plus forte. C'est ça qui est une réglementation qui s'est mise en place et vous voyez là, c'est pareil. Tout est une question la lettre de la loi ne suffit pas, il y a l'interprétation aussi et il y a ce que l'on veut, la ratio legis, comme que veut-on? Si je vous dis qu'il y a une nouvelle réglementation qui arrive en juin, qui impose dorénavant d'avoir des provenances bien établies depuis le pays d'exportation, bah, vous me dites: «Bravo». Vous êtes archéologue vous-même et vous me dites: «Bah, c'est tout à fait normal». Je veux dire, où est le problème? Le problème, c'est que fait-on de toutes les œuvres qui sont déjà sorties depuis très longtemps et qui n'ont aucun document parce qu'à l'époque, il n'en fallait pas? Il y a des situations qui existent et qui n'ont pas été prises en compte et elles sont facilement démontrables. Si vous prenez le cas de l'Égypte, par exemple. En Égypte, le commerce des antiquités a été légal jusqu'en 83. En fait, jusqu'à peu près en 84 parce qu'il y a eu une année, pour que les marchands pouvaient encore faire certaines choses. Mais la date qu'on retient, c'est 83, mais gardons à l'esprit que quand même c'était possible encore jusqu'en 84. Ça veut donc dire que tout ce qui sort après 84, après 83 disons même, est d'office illégal. 2 manières de voir la chose. C'est si vous montrez un objet, devez-vous vous prouver qu'il est sorti après ou avant? Ça pose un problème parce que c'est un renversement de la charge de la preuve. Je vous montre un objet pour faire un petit exemple, simplement. Vous allez le reconnaître assez facilement. C'est un Usheti, 3e période intermédiaire, je ne me trompe pas? C'est l'archéologue? Exactement. Collection, je tiens à le dire, une collection qui est là d'un monsieur, Karl Boucher. Donc avec ce bleu très, très fort, ce bleu très, très fort. Et donc la question se pose, on me le trouve, en main et la question qui se pose, c'est: «Est-ce que je dois démontrer ma possession légitime ou c'est à vous de démontrer qu'elle serait illégitime?» Notre droit civil, que ce soit la France, que ce soit tous les pays de code civil, ont opté pour le fait que la possession est, comment dirais-je? On considère que le possesseur est de bonne foi. C'est une présomption de bonne foi du possesseur. C'est comme ça depuis 1804, mais il y a eu des réformes en France, en Belgique, par exemple, du code civil. On a maintenu. Le possesseur est censé être de bonne foi. Donc si moi, par exemple, je vous dis: «La montre que vous portez à votre poignet, m'appartient», je dois le démontrer. On se rend compte que par, touches successives, par des règles successives, mais aussi par certaines pratiques, je pense à des saisies qui sont faites par le CBC, par exemple, en France, et par d'autres organismes en Europe.
Une fois qu'on vous a saisi votre objet, vous êtes sommé de démontrer que vous le possédez de manière juste. Les musées devraient ce serait pas si simple non plus pour tous les musées, si vous voulez. Et ça, c'est un renversement de la charge de la preuve et souvent impossible parce que si on reprend la date butoir de 83, quand vous regardez, vous en avez peut-être vu, que ce soit dans les musées ou chez les particuliers, les œuvres qui sortaient d'Égypte sortaient souvent par colisage. Donc, je vous ai montré un Nouchepti. Quand les Noucheptis étaient exportés, un lot Nouchepti. Donc vous avez, à titre de transport, d'exportation de 1900, je ne sais pas 75 et dans une caisse, vous avez un Loulou Sheltie, 3 statues en bois, un Horus, je ne sais pas moi, un cartonnage ptolémaïque, 2 cartonnages ptolémaïques, bon. Comment voulez-vous que sur cette base, je puisse démontrer que mon Ushepti, il était là? Je peux pas. Je peux pas. Et donc, je suis en possession tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis en possession depuis telle date, mais je ne peux pas vous démontrer qu'il était sorti avant. En mettant des règles qui imposent cela, on revient sur les droits et sur le droit de propriété des justiciables. Et c'est ça qui doit cette tendance-là est une tendance qui est une tendance forte aujourd'hui. OK. Mais la question donc, que je me pose, en fait, il y a 2 méta-sujets sur lesquels on pourrait discuter des heures et malheureusement, notre temps est limité. La première chose que je vais dire, c'est tout ça, c'est vraiment intentionnel? Et si oui, est-ce que l'archéologie, l'Antiquité, le passé, tous les sujets de colonisation, décolonisation, sont des sujets qui aujourd'hui sont une monnaie d'échange pour, résoudre éventuellement d'autres différends entre pays? J'ai envie de me taire et de vous dire que c'est très difficile pour un avocat, de vous dire que vos questions, parce qu'il y en a plusieurs, sont les réponses en fait. Clairement aujourd'hui, le alors l'art a toujours été, comment dirais-je? Une monnaie d'échange entre États, hein. C'est pas d'aujourd'hui, l'historien que vous êtes, vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on deal, entre États, sur des objets. Je te rends, ce qui a été pris il y a 100 ans ou il y a autant de temps et de ce qu'elle bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça. C'est pas d'hier. Mais clairement, l'art est une monnaie d'échange pour des accords internationaux. On l'a très bien vu en France. C'est aussi malheureusement, vous parlez de restitution et l'un de mes dadas, c'est la question des restitutions aux pays africains et on a vu clairement, le à l'époque tout neuf, président, Macron, pour plaire à l'Afrique, pensant qu'il allait plaire à l'Afrique, se dire: «J'ai un sujet, ça coûte pas cher, bonjour, j'ai décidé de rendre le patrimoine, oubliant le code du patrimoine français justement et le caractère inaliénable des collections muséales. Donc il s'est arrogé ce droit pour bien passer dans une université, pour bien passer en Afrique. On sait que le résultat géopolitique était catastrophique parce que la politique, comment dirais-je, française depuis, en Afrique a été totalement une catastrophe, mais on sait que ça a été fait pour ça. Vous avez posé la question du caractère décolonial. Oui, vous avez cette tendance aujourd'hui qui est très, très, très compliquée parce que pour aller vite et sans rentrer trop dans le détail, on sait que la tendance décoloniale, est une tendance d'après la Deuxième Guerre mondiale qui se justifie totalement. Elle naît en Europe. Je regrette un peu qu'elle soit en grande partie imposée à l'Afrique, parce que souvent cette idée qui est européenne est imposée à l'Afrique, qu'on décolonise, souvent de manière tout à fait, on aurait dû accompagner mieux, mais c'est un autre sujet que le nôtre. Ce C'est cette question décoloniale, ces idées partent aux États-Unis, c'est macéré avec des concepts américains qui ne sont pas du tout les nôtres, puisque la question de l'esclavage sur le territoire américain, ce n'est pas une problématique européenne. La question également du de la colonisation d'un pays, parce que l'Amérique est un pays colonisateur par excellence, puisqu'ils ils l'ont créé de toutes pièces en s'imposant. Cette logique-là est revenue chez nous et donc nous avons aujourd'hui des gens pétris de décolonialisme, mais qui mélangent à peu près tout, une espèce comment dirais-je? D'idée où, vous avez de l'esclavage, vous avez de la colonisation, vous avez de l'impérialisme, vous avez et donc tout ça est extrêmement compliqué et donc si vous voulez, on ne s'aime plus trop,
on veut réparer le passé et certains estiment que nous ne sommes plus légitimes à avoir ces œuvres et c'est vraiment un changement de paradigme. Je crois que vous avez travaillé au Louvre, je crois me souvenir. Moi, j'ai découvert l'Égypte au Louvre. Les collections muséales sont des ambassades, comprenez? Donc, ma vision qui est celle, de l'Égypte, qui a été celle de l'Afrique ensuite, parce que j'ai découvert l'Afrique au musée de Tervuren à Bruxelles et ensuite et largement ensuite au Quai Branly à Paris. Ce sont des ambassades. Soit on considère que les œuvres d'art sont attachées de manière territoriale, mais comme le droit du sol, oui, c'est cette idée-là. Et c'est pas du tout la vision universaliste et c'est pas du tout la dimension supérieure d'une œuvre et surtout d'un chef-d'œuvre, c'est qu'elle est universelle. C'est qu'elle touche ce qu'il y a de beau. Ta force, c'est que, quand il est beau, si c'est un chef-d'œuvre, il va toucher bien évidemment un Égyptien, mais vous savez comme moi que les Égyptiens anciens n'existent plus, mais il va toucher un Égyptien contemporain, il va toucher un Italien, il va toucher un Japonais, il va peut-être toucher quelqu'un en Amazonie si vous lui montrez. La dimension universelle des œuvres d'art doit être maintenue. Moi, j'ai été très marqué par une émission sur Arte il y a déjà quelques années quand la question des restitutions était venue. On interrogeait le président du Quai Branly de l'époque, Stéphane Martin et sur cette question, on voit qu'il était un peu gêné, ça s'appelait la bataille des musées, ça se trouve en ligne. Et il dit: «Mais aujourd'hui, il y a un courant qui pense qu'il n'y a que les Inuits qui comprennent l'art inuit. On ne peut pas aller vers ça parce que curieusement, cette vision-là est une vision raciste, si vous voulez. Ma mère est italienne, ça ne fait pas de moi un spécialiste du Quattrocento, hein, comprenez? Pas du tout, je n'ai aucune légitimité pour ça. Donc cette vision restrictive, à mon sens, est à la base de cela et puis après je vous dis, il y a malheureusement des organisations qui travaillent à ces restitutions, qui travaillent à cette idée qu'un bien doit être dans le pays d'origine et peut-être au musée, mais certainement plus en main privée. Ça, c'est devenu quelque chose qui est difficile à entendre. Tout à fait et justement Faites-moi dire quelque chose de positif ensuite, s'il vous plaît. non, mais bien sûr, non, mais j'aimerais bien peut-être que vous nous racontiez aussi, bah, justement quelques succès, quelques victoires judiciaires, peut-être qui sont aussi un peu qui font un peu école. L'idée pour moi, c'est de dire: «OK, la bataille n'est pas perdue, peut-être il faut se munir d'un bon avocat, mais ça fait partie du jeu peut-être, mais moi, c'est ma ferme conviction qu'il faut qu'on n'arrête pas». Tout d'abord, je suis collectionneur. Je continue à acheter et à collectionner des arts antiques. Donc tout va bien. Il faut collectionner des arts antiques. C'est une des plus belles portes ouvertes sur notre humanité. Parmi les plus beaux moments de ma vie, ce sont ceux où j'ai trouvé tel objet, je l'ai ramené chez moi, j'ai acheté les 5-6 livres qui vont avec et j'ai commencé à essayer de comprendre, pourquoi, la Mésopotamie est un des berceaux de l'humanité. Essayer de comprendre ce peuple d'agriculteurs qui étaient les Égyptiens anciens, essayer de comprendre, la Rome antique pour ne parler que d'eux. C'est parmi les plus beaux moments de toute ma vie et je crois qu'il faut collectionner, on ne peut pas refermer ces portes. Il y a cette tendance lourde dont je vous parlais, mais elle est forte parce qu'elle est institutionnelle, mais elle est minoritaire. Vous allez, je fais partie de club de collectionneurs, à nouveau, je dirige une foire et dans cette foire, il y a des marchands d'art antique. La passion des collectionneurs, elle est entière. S'il faut passer du côté du droit, n'en déplaise à tous les chagrins, en fait de meubles possession vos titres. Et la question de la provenance est importante, mais si elle échoue parce que vous êtes en possession et que cette possession, elle est pérenne, continue, il y a aucun souci à se faire sur ce point-là. Vous me parliez de victoire. Dans des contentieux qu'on a pu avoir à Bruxelles, des tas d'objets avaient été saisis et au mois de juin dernier, plus de 40 objets ont été libérés. C'est une bataille qui a été rude, mais à nouveau, ce sont des batailles que l'on gagne et on a exactement les mêmes cas. Je viens d'avoir un cas très très similaire pour des ors précolombiens en France. Ils sont libérés, donc à nouveau, pas d'inquiétude, outre mesure.
le temps judiciaire n'est pas le temps des hommes, donc ça est toujours un peu long quand ça devient judiciaire. Mais si je vous dis qu'on gagne tout, on gagne tout. Et quand je dis «on», mes confrères également, donc ce n'est pas pour tirer une couverture à moi. Dit de manière un peu sotte, des objets volés, que ce soit le sac à main de votre maman ou que ce soit, une œuvre d'art, classique, une œuvre d'art antique, et ben, le voleur se fait attraper et il 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 va en prison sans passer par la case départ, comme au Monopoly. Mais pour tous les autres, même on peut tenter comme on veut de faire rentrer dans une boîte d'illégalité des œuvres qui sont tout à fait légales, ça ne fonctionne pas. Donc oui, dans certains cas, il y a des ennuis. Oui, je déplore qu'il y en ait trop et que la bataille est rude, mais la grande majorité n'a pas d'ennui, et on peut collectionner de manière, tranquille. Le droit demeure un droit qui est, protecteur. Tout à fait. C'est très, très clair et j'avais une question, est-ce que vous croyez que bon, bien sûr, vous n'avez pas de boule de cristal, mais hem, vis-à-vis de la dynamique aujourd'hui réglementaire et de comment les choses pourraient évoluer à partir de juin 2025, heu et que le marché de l'art européen risque en fait d'être complètement exclu des circuits, internationaux. Vous pensez, qu'il y a encore moyen de retracter, certaines choses ou quand même de poser des amendements, au niveau de la Commission européenne ou de toutes les instances préposées à ces sujets? Ou c'est fichu, et il faut, cope with it, il faut, faire avec? Pour la question de des réglementations et celle dont vous parlez, il est trop tard. C'est une règle qui n'est pas nouvelle, en fait. Il ne change pas foncièrement la question, en fait, parce que à nouveau, c'est une espèce de faux problème. Les œuvres à l'importation en Europe devront, on devra mieux démontrer leur sortie légale. Donc c'est quand même pour les œuvres qui vont rentrer en Europe, pas pour les œuvres qui sont en Europe. La question qui se pose est important, hein, donc tout le marché européen n'est pas touché. Après, il faut quand même se souvenir que le marché européen, que l'Europe, elle a des frontières et parfois des frontières très proches. Je pense à la Suisse. Vous prenez votre train, et en 1 heure et demie, vous y êtes. Et puis de l'autre côté, vous avez évidemment Londres. Les frontières sont assez proches quand même et quand les œuvres viendront, là, il faudra démontrer certaines choses. Certaines provenances, ça va être compliqué, ça va être administratif. J'ai envie de vous dire, de manière très juridique, ça va être chiant, parce qu'on n'est pas bien certain de la manière dont ce sera fait. Donc voilà, c'est encore des espèces d'usines à gaz qui ne facilitent pas les choses, mais de manière intra, union, il y a pas ce problème-là. Il n'y a pas non plus le problème à l'exportation. Voilà, et vous voyez également que le marché, si on parle de marché d'art, anticipe fortement ces choses-là parce qu'il y a actuellement une foire importante à Londres, et j'observe que tous les marchands d'antiques du monde s'y sont donné rendez-vous. Donc, pour un marché dont certains voudraient dire qu'il est en mauvais état, il va très bien. La seule chose, c'est que, on ne peut pas empêcher le marché, vous savez, il y a cette idée, chez les traders, on ne peut pas battre le marché, hein, et le marché se constitue toujours à un endroit où c'est le plus favorable. Actuellement, clairement, ce serait l'Angleterre. Voilà, et disons que ça ça obligera pour les importations futures d'avoir des dossiers très précis et on espère que l'administration va suivre, mais pour tout ce qui est intra-européen, il y aura pas de souci. D'accord, OK et donc, une dernière question, avant d'aller vers la conclusion, de notre podcast, Bernard, c'est pour, toutes celles et ceux qui donc ont des objets, et justement ça c'est plus, quelque chose, pour les particuliers, parce que je pense que les professionnels, ils ont compris, ils ont bien compris, et j'en parle avec tout le monde, et ils ont tous bien saisi le sujet des provenances et donc, les objets avec des provenances ou, ceux dont on réussit à trouver des provenances ont des prix qui réussissent quand même, à grimper, si c'est des objets de qualité. Donc en fait, c'est un marché qui est, porteur, sur ce niveau-là. Heu, pour, les particuliers, les familles, les successions, qui ont justement des objets, qui n'ont pas de provenance, alors,
qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, bah, en fait, vous prenez, une caisse, d'objets et vous la jetez à la poubelle parce qu'ils sont invenda ou ils sont inexportables, ou invendables tout simplement parce que personne va les acheter? Non, alors bon, d'abord, je crois que pour ces familles, pour les possesseurs d'œuvres d'art antiques, s'interroger sur leur provenance, s'interroger sur leur légalité ou en tout cas, la faisabilité d'une commercialisation est importante. C'est aujourd'hui, peut-être un tiers de ce que je fais dans mon cabinet, donc on est régulièrement consulté. Plus les collections sont importantes, plus on ça vaut vraiment la peine de vérifier, mais parfois pour des œuvres plus modestes également. Ça vaut la peine de vérifier parce que moi, je reçois des collectionneurs, en tout cas souvent des enfants de collectionneurs qui ont toujours connu, tel cratère sur la cheminée ou tel buste, qui viennent et je vous jure que c'est vrai, qui parfois parlent à voix basse parce qu'ils sont un peu persuadés que c'est illégal, vous voyez? Bon et donc la 1re chose quand ils passent la porte du cabinet, après qu'ils aient reçu un café, c'est de leur dire: «Ce n'est pas illégal». On va regarder, et c'est de rassurer ces gens. Pensez bien qu'à nouveau, la possession d'œuvres antiques n'est en aucunement, illégale. La possession d'œuvres antiques sans document de provenance n'est pas illégale non plus. La seule question qui se pose, j'exclus évidemment les œuvres qui sont vraiment, voilà, qui viennent d'arriver, hein, donc mais Oui, qui sortent d'Irak, hier, quoi, ouais, voilà. oui, 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 les je veux dire, à part les œuvres volées avant-hier, ah, je qu'on comprend bien ce que je dis, que je ne suis pas un pouce au crime, mais la possession d'œuvres d'art sans provenance, ce n'est pas interdit dans nos pays. Loin s'en faut. Donc on n'est pas un criminel parce qu'on ne sait pas depuis quand on a un portrait de Ingres accroché à son mur ou, pour reprendre l'exemple de Louchevski, un Louchevski, comme de la 19e dynastie. C'est pas interdit, d'accord? Donc il faut rassurer les gens. Ce que les gens doivent faire, c'est prendre conseil, heu, ici ou ailleurs, mais ils doivent prendre conseil et ils seront dans la plupart des cas, rassurés. Ensuite, le deuxième volet, c'est: est-ce commercialisable? Est-ce vendable aujourd'hui et de quelle manière? Vous avez une politique des maisons de vente qui est une politique, vous savez, je donne un petit cours à l'école du Louvre et je le fais, avec une dame qui a longtemps travaillé pour une grande maison de vente et je pose la question, aux étudiants qui souvent, ont déjà un master en droit. Je leur demande quelles sont les sources du droit. Alors ils égrènent les sources du droit, la loi, la doctrine, la jurisprudence, ils remontent, pour les Français, ils pensent à l'article 55 de la Constitution, ils disent, le droit européen et je m'arrête et je leur dis: «Vous oubliez quelque chose», ce qui est faux, ils n'oublient rien, mais je leur dis: «Les services de compliance». Parce que les services de compliance des maisons de vente vous imposent, par exemple, d'avoir une antériorité, à 1970. Parce qu'ils ont intégré que vous avez la convention UNESCO de 70, alors qu'elle ne s'applique pas en 70, mais elle s'applique au moment où elle est applicable dans les 2 pays, ratifiée dans les 2 pays. Si vous prenez l'exemple un peu compliqué de la Belgique, par exemple, c'est en 2009 qu'elle a été ratifiée et elle n'a même jamais été transposée. Donc elle serait inapplicable, elle est toujours inapplicable si vous voulez en Belgique, donc demander 70, ça n'a pas grand sens. Donc mais c'est quelque chose qu'on entend régulièrement et de toute façon, si vous avez un bel objet antique, il sera très difficile de le vendre en vente publique, si vous n'avez pas la preuve que vous l'aviez avant 1970. Parfois, on vous dit 72 parce que là aussi, ils confondent quelque chose. Mais cette œuvre, vous pourrez la vendre autrement. Vous pourrez la vendre, via un marchand d'art antique. Il y a des tas de manières de faire. Donc, ça nécessite néanmoins un conseil qui doit être pris. Et puis ensuite, vous avez aussi des phénomènes, que on dépasse un tout petit peu la question de l'avocat, mais des phénomènes de mode. Il y a des œuvres, qu'il vaut mieux garder encore quelques années chez soi parce que ce n'est plus tellement à la mode. Vous parliez tout à l'heure de directement, c'est pas anodin, vous m'avez dit, si ça sort d'Irak, bon, c'est pas anodin. Ce que vous me dites, c'est parce que bon, il y a eu la guerre en Irak, parce qu'il y a des il y a des il y a des rés il y a des réglementations, des résolutions, il y a des choses, ce sont des objets un peu touchy, même s'ils sont tout à fait en possession, tout à fait, pérennes depuis 40 ans, 50 ans, ça reste des objets aujourd'hui un peu touchy, on le comprend. Ce sont des choses qui passent évidemment. Donc prendre conseil, c'est vraiment ce qu'il faut faire et être rassuré. Le conseil rassurera plus qu'il ne l'inquiétera.
Super. Ben, Yves Bernard, je vous remercie pour toutes ces précisions. Déjà, pour moi même, j'apprends beaucoup de choses et je pense que nos auditeurs en seront ravis. Pour terminer notre interview, Yves Bernard, est-ce que vous auriez, parmi les nombreuses lectures possibles, peut-être une ou 2 à conseiller, à recommander, à nos auditeurs pour que justement ils puissent, un peu, s'imprégner de ces sujets? Eh bien, non. Je ne vais conseiller aucun livre en particulier parce que je vais conseiller d'aller voir des objets, que ce soit au musée quand on ne peut pas en acheter, que ce soit chez des marchands d'antiquités quand on peut, d'avoir son cœur qui bat pour tel ou tel objet, de l'acheter quand on peut et ensuite de trouver les livres de référence. Voilà mon conseil. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Et ben, Yves Bernard, je vous dis un grand merci. Merci d'être passé, sur, Rosso Antico et je vous dis à très bientôt. Merci et merci d'exister. Vous êtes très, très utile dans ce paysage. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.